Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bienvenue si vous nous rejoignez pour les débats dans ce 10h midi. Nous allons revenir évidemment sur l'actualité dramatique de nos gens avec ce collégien qui prévoyait de passer à l'acte. Il n'a aucun regret. Et les politiques qui sont à côté de la plaque, portiques, couteaux, réseaux sociaux, tout cela n'a rien à voir en l'occurrence avec le cas précis de cet ado. Et on a effectivement, bon, c'est Marine Le Pen qui le dit, mais un concours Lépine de propositions stupides. Darmanin veut diviser, Gérald Darmanin donc veut diviser par 2 l'assurance chômage. Le bateau pour Gaza, on n'a toujours pas eu le temps d'en parler à cause de cette actualité dramatique. Et puis le Sénat qui adopte une loi contre la fast fashion visant en particulier Chine, le fabricant chinois de vêtements et d'articles bon marché. Pour en parler, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio. Bonjour Christine, correspondante à Toulouse. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste à France Info TV. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Brice Sokol, politologue, essayiste. Vous avez coécrit avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue. Bonjour. Qui est paru aux éditions de l'Aube. Et Jean-Christophe Gallien, qui ne devrait pas tarder à arriver, politologue et conseiller en communication. Allez, avant de commencer tous nos débats, vous savez que dimanche, c'est la fête des pères. Et Sud Radio, à l'occasion de la fête des pères, vous offre dans toutes ses émissions et pendant toute la semaine, un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. Très chic, très élégant pour célébrer les papas. Donc intégralement fabriqué en France, confectionné à la main. Allez voir le site leventalafrançaise.com pour faire votre choix. Et vous nous appelez 0826 300 300 et on vous donnera le nom du vainqueur, de la gagnante ou du gagnant dans un instant. Bonjour Jean-Christophe qui vient de nous rejoindre. Coup de cœur, coup de gueule pour commencer. Christine, coup de cœur. Oui, alors un petit écho et je trouve ça... allez, on va parler de choses qui nous réjouissent un tout petit peu. J'ai lu ça dans les pages saumon du Figaro. C'est l'Institut Altares qui va publier aujourd'hui donc l'état des lieux des cessions des petits commerces des centres-villes, les boulangeries, les épiceries, les cafés, les restaurants. Eh bien, bonne nouvelle, l'an dernier, en 2024, tous ces petits commerces se sont plus vendus que la moyenne. C'est en hausse de près de 5%. Alors, surtout dans les villes moyennes, c'est-à-dire dans les villes de 2000 à 5000 habitants. L'Institut parle d'une dynamique supérieure à la moyenne nationale. En revanche, dans les villages, c'est toujours un sujet qui est à la peine, puisque ceux qui cèdent leur petit commerce ont du mal à trouver et attirer les acheteurs. C'est très dynamique aussi dans les villes de plus de 100 000 habitants. Une vente de commerce sur 5 réalisée l'année dernière avec des prix qui sont certes en repli, mais ça veut dire aussi qu'il y a des cessions qui fonctionnent. L'Île-de-France, évidemment, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cessions, mais c'est la région des Hauts-de-France qui a la plus grosse dynamique nationale. Il faut rappeler qu'on 31 700 transactions ont eu lieu en France avec un prix moyen de 250 000 €, ce qui est plutôt un bon signe, pourvu que ça continue, parce qu'on sait ô combien c'est difficile de lutter contre la grande distribution, et notamment pour les commerces de vêtements qui, eux, en revanche, sont à la peine dans les petits centres urbains. Et donc, du coup, puisqu'on a entendu tout à l'heure dans l'info Sud Radio, effectivement, qu'il y a encore un commerce, une marque de vêtements qui risque de fermer définitivement. C'est vrai que c'est plutôt bien pour la dynamique d'un centre urbain. Et les élus se battent pour ça, les riverains attendent ce genre de commerce, et c'est peut-être aussi à nous commerçants, en tous les cas pas commerçants mais consommateurs, de faire l'effort de s'arrêter chez ces petits commerces. Alors on va vous répondre oui, mais ça coûte cher, le pouvoir d'achat, c'est pas forcément vrai, absolument. Moi je compare entre le prix de l'essence, absolument, le prix du déplacement, le temps passé, parfois il vaut mieux marcher 5 minutes. Le drame, vous l'avez dit, ce sont les petits villages. Je vois dans le village de ma maman, il n'y a pas de boulanger depuis plusieurs années. L'installation dans des villages, alors peut-être Brice Sokol, vous avez avec le livre que vous avez coécrit, constaté effectivement cette disparité qu'il peut y avoir dans les territoires, comme on dit. Absolument, notamment dans les territoires ruraux qui sont toujours à la peine, notamment en matière de services publics, mais également en matière de commerce, comme vous le soulignez. C'était intéressant, il y a eu quelques
quelques semaines, vous savez, une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui permet plus facilement de récupérer avant pour ouvrir un café, il fallait acheter une licence. Voilà. Oui. Désormais, dans les petits villages, on va pouvoir demander à son maire d'ouvrir quasi automatiquement et simplement un petit café sans payer de manière outrageuse. Y compris pour vendre de l'alcool, parce que c'était ça la question. C'est ça, c'est la licence 4. La licence 4, y compris pour vendre un peu d'alcool. Un peu d'alcool, parce que ça fait partie aussi, voilà, la convivialité, l'alcool fait, voilà, sans excès bien évidemment, avec modération, mais voilà, ça fait partie. Ouvrir un café dans un village de 400-500 habitants, mon père, lui, est maire d'une commune dans le département de l'Allier, de 700 habitants, qui s'appelle Ussel d'Allier, j'en fais la publicité. Ouvrir un petit commerce est une nécessité, parce que c'est un lieu de vie. Il y a eu une très belle étude de la Fondation Jean Jaurès récemment sur les PMU. Les PMU, ces nouveaux lieux de sociabilité. On y trouve le matin des ouvriers qui viennent prendre leur petit café. On y trouve des cadres. Ça a toujours été le cas, non ? Mais vraiment, il y a une étude vraiment passionnante de la Fondation Jean Jaurès, une étude sociologique sur, voilà, c'est un lieu de vie, un lieu de partage et un lieu de convivialité, le PMU. Voilà, les PMU font partie, voilà, de ce vivre ensemble aujourd'hui. On va peut-être marquer une petite pause dès maintenant. Je ne sais pas si on a notre gagnante, pas encore. Et on va se retrouver dans un instant avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, parler de Nogent avec ce collégien qui semblait déterminé à passer à l'acte et avec le couteau de cuisine de la maison. Donc même pas besoin d'aller l'acheter, même pas besoin de signer pour un reçu pour la livraison. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites le whisky, à servir dans de très... D'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité de Nogent en particulier avec les dernières informations. Le collégien qui prévoyait de passer à l'acte, qui n'a aucun regret, qui aurait insulté même l'assistante d'éducation alors qu'elle était au sol en lui disant tu vois qui c'est le plus fort. J'ai lu ça ce matin, c'est absolument terrifiant, ce manque d'empathie. Il ne regrette rien. On va revenir sur les différentes propositions qui ont été faites à propos des couteaux, de la vente des couteaux. On va revenir sur l'interview de Gérald Darmanin chez nos confrères de BFM. Darmanin veut diviser par 2 l'assurance chômage et le bateau pour Gaza avec Rima Hassan et les autres militants français qui vont être expulsés. On continue notre tour de table. Jean-Christophe, un coup de cœur ? Ouais, c'est un coup de cœur qui se relie à nos questions à venir sur la santé mentale. C'était le ministre de la Santé qui annonce enfin la fin de ce qu'on appelle le numerus clausus et ce qu'on appelle le numerus apertus maintenant, c'est-à-dire en gros la libération du nombre de places. Alors après, comment ça va se traduire, j'en sais rien en termes de capacité d'accueil à l'université, mais en tout cas, l'idée que enfin on fait tomber ce tabou de l'idée que voilà, on va sélectionner sur un nombre de places et pas sur une capacité, et alors qu'aujourd'hui on fait face à une difficulté à la fois en médecine de ville mais évidemment en médecine hospitalière et partout. On n'a pas assez de médecins, on forme pas assez de médecins, on n'a pas assez de médecins face à la maladie et donc voilà. Donc je trouvais que c'était je ne me rappelais plus qui était le ministre de la Santé, ce qui est terrible d'ailleurs dans un contexte de ce type, et donc je trouve que c'est vraiment pour le coup une formidable initiative. J'espère qu'elle se traduira concrètement, c'est-à-dire que la fragilité de ce gouvernement, l'instabilité dans laquelle nous sommes sur le terrain politique ne privera pas cette mesure d'aboutir avant que ce gouvernement ne cesse son activité, ce qui forcément est compté dans les prochains mois, pour pas dire avant. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était enfin le réveil de quelque chose qui a été trop longtemps oublié parce que évidemment l'université pouvait pas accueillir. J'espère encore une fois que derrière il y aura des moyens pour accueillir les étudiants, parce qu'il s'agit de ça, bien former les étudiants, mais on arrêtera pour le coup d'envoyer les nôtres dans une université que je connais bien en Roumanie, à Cluj, à l'université libre de Bruxelles et que je connais bien aussi, ou à d'autres endroits, et peut-être c'est pas un gros mot d'importer d'autres médecins, mais qu'on fabriquera nos propres médecins ici. Voilà, ce sera un made in France là aussi intéressant. On espère qu'ils auront un niveau. Bah écoutez, on peut imaginer qu'il l'est, on peut imaginer aussi qu'il y a un effort qui soit fait par rapport aux facultés de médecine pour qu'on puisse accueillir correctement, mais je crois que c'est au moins un signal important. Ça passe un peu inaperçu, mais c'est un vrai signal pour la médecine. Virginie, coup de cœur ?
Oui, alors un coup de cœur, disons modéré, mais enfin malgré tout quand même ce qu'elle a dit a retenu mon attention. À propos d'Elisabeth Borne. Oui, voilà, qui s'exprimait le week-end dernier, donc c'est pas tout à fait récent, mais je voulais quand même lui rendre un petit peu hommage le week-end dernier dans le Parisien, et qui a dit à l'intention de tous ses collègues, et ça s'applique aussi bien aujourd'hui d'ailleurs après ce qui s'est passé à Nogent, elle a dit bon, évitons un peu de la surenchère des mesures éculées qu'on trouve sur les étagères, et là elle faisait référence au rapport sur le frérisme, à la mort d'Elias et aux violences en marge du match du PSG. Et elle a dit qu'il fallait quand même réfléchir un peu avant de parler, ce qui est somme toute une évidence, mais ce qui mérite un peu d'être rappelé. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, en tant que ministre de l'Éducation nationale, elle ait apporté des réponses ébouriffantes à ce qui s'est passé à Nogent, mais malgré tout, dire que depuis des mois, et même des années, peut-être même depuis Sarkozy, qui a donné ce rythme, un événement, un projet de loi, un événement, un projet de loi, je trouve qu'on est dans un emballement de déclarations qui ne seront probablement jamais suivies des faits. Je ne sais pas si les femmes qui sont engagées en politique ont ce même côté extrêmement démagogue quand même. Et je dirais une dernière chose, depuis le temps que la droite, le LR et le PS sont maintenant dans l'opposition et réduits à plus grand chose, il aurait été pas mal que certains se mettent à travailler, à réfléchir, à faire des colloques, des réunions et à proposer autre chose que les mêmes trucs qui sont proposés depuis 30 ans. On a l'impression que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire maintenant ça commence à faire pas mal d'années, il s'est rien passé sur le plan du corpus idéologique, de la doctrine chez personne, et que personne n'a travaillé, que tout le monde a essayé de faire comme si de rien n'était, en fermant tous les échecs dans des boîtes noires les unes après les autres, mais que personne vraiment s'est refondé profondément. Alors, oui, en même temps, nous, on a fait un coup de gueule hier contre Elisabeth Borne. Voilà, après les propos de la mère d'Elias, je vous propose de réécouter cette interview et d'aller l'écouter sur les réseaux. Elle était chez nos confrères de BFM TV. Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Je la cite, « Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid. Voilà. Donc hier, on a longuement commenté. Donc en fait, elle dit le contraire de moi. Elle dit le contraire, et elle dit elle dit le contraire de vous. Et elle dit surtout, Elisabeth Borne dit ce qu'elle ne fait pas et ce que ne fait pas le gouvernement. Elle dit aussi ce que Virginie n'a pas dit tout à fait. Mais après, on pourra prendre la deuxième partie qui est très intéressante sur la réflexion politique et le travail politique proprement de fond qui n'a pas été fait. Donc la première partie, c'est vrai qu'elle dit aussi que Mme Borne, elle a oublié qu'elle est au pouvoir depuis 2017, qu'elle travaille. Mais oui, je sais bien. Elle est en action, elle est en fonction. Elle peut pas dire on va encore réfléchir combien d'années. C'est-à-dire 2017, on est aujourd'hui à 8 ans après les débuts de l'activité de cette équipe, parce que c'est une équipe, c'est intime. Ils sont là, ils sont tous ensemble, et c'est comme Emmanuel Macron qui veut jamais qu'on puisse apporter une critique sur son bilan, ni à son bilan, ni à quoi que ce soit qu'il ait pu faire ou oublier ou ne pas fait parce qu'il a le temps encore derrière. C'est un peu ce problème-là. Là, on fait face à quelque chose qui est très concret, très intime, qui est la mort d'un jeune homme assassiné, laissé à terre, et sa maman qui, de manière très digne, dit en fait finalement ce que on pense parfois et très souvent, tous de manière beaucoup plus véhémente, parfois même sur les antennes sur lesquelles nous sommes, et elle le dit avec une force qui, à mon avis, qui incarne justement le besoin d'une réponse. Alors cette réponse, effectivement, elle ne doit pas être une réponse d'un nouveau projet de loi, d'effet de manche, si vous voulez, comme certains ou certaines le font aussi. Il y a les deux, il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles qui s'affichent dans cette espèce de manière de faire de la politique. Mais là où je suis raccord avec Virginie, elle pose une vraie question. C'est comment autant d'années ne permettent pas, alors je ne parle pas de ceux qui gouvernent, mais même ceux qui sont en opposition, qui ont une responsabilité, parce qu'ils vont un jour revenir au pouvoir, et c'est très bien pour eux.
comment ne peut-on pas avoir autre chose, si vous voulez, et comment on peut montrer à ce moment-là qu'on ne travaille pas et qu'on a oublié de rentrer dans l'activité politique du travail, de la préparation non pas seulement d'idées, mais de solutions, le voyager, d'aller voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, on en revient à cette distance, parce que ce qu'elle dit là aussi, c'est qu'on ne croit plus aux politiques. Je vous assure qu'en ce moment, moi, ce qui m'interpelle davantage que tout le reste, c'est la distance qu'il y a entre les Français et les Françaises, et la chose politique, et surtout nos hommes et aux femmes politiques. Je pense que Brice Sokol peut en témoigner. C'est le constat qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, la parole publique n'est plus à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les Français considèrent qu'aujourd'hui, il y a une bulle. Elle s'est dévalorisée. Il y a vraiment une dichotomie, elle s'est complètement dévalorisée entre, vous avez la politique nationale et la politique locale, avec une politique locale qui est celle de l'écoute et du résultat, qui est tout le contraire de la politique nationale. Mais je voudrais un instant revenir sur ce que vous disiez. C'est que ça ne vous a pas échappé que nous sommes depuis 2017 dans le « en même temps ». Oui. Et je pense qu'on paie aussi ce « en même temps ». On dit tout et le contraire de tout. On dit tout et le contraire du tout. Et en matière de politique publique, on a dit tout et son contraire. C'est vrai. Sur la santé, comme vous le disiez, sur l'environnement, sur l'industrie, sur l'économie, on dit tout et son contraire. Donc comment voulez-vous avoir des politiques publiques pérennes, rassurantes, à partir du moment où vous avez un corpus idéologique qui est celui-ci, et à partir du moment où, depuis 2022, vous n'avez plus de majorité. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que depuis 2022, il a eu une majorité relative, et depuis 2024, ils n'ont plus de majorité. Bien sûr. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Ouais. Et quant à Elisabeth Borne, elle a été quand même Premier ministre, avec une majorité relative. Oui. Et que n'a-t-elle fait ? Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans la culture du rattrapage. Français, on rattrape dans le domaine de la santé, il faut rattraper dans le domaine de l'éducation, il faut rattraper dans le domaine de la justice. Mais que n'a-t-on fait depuis 10 ans ? Bien sûr, et rattraper... Et avant, évidemment. Et avant. Depuis les années 90. Depuis 30 ans. Non, mais rattraper dans les mots, rattraper dans les faits. Rattraper dans les faits, ça va prendre combien de temps pour les médecins ? Les places de prison, ça fait combien de temps qu'on en parle ? Combien de temps elles vont être construites ? Christine, vous vouliez réagir à ce qu'on est en train de dire ? Oui, tout à fait. Moi, je rejoins, en tous les cas, ce que peuvent ressentir, en tous les cas, nos concitoyens, c'est que le politique, alors je mets des guillemets dans tout ça, hommes et femmes et tout parti confondu, le citoyen a plutôt l'impression qu'ils sont dans les coups de com' permanents, à coups de petites phrases et de ce qui va faire le buzz et de cette heure de gloire, de la façon d'exister, et que le travail sur le terrain, le travail en profondeur, le travail sur le long terme, sur la préoccupation des Français, il n'y a pas. Enfin, moi, je veux juste... on parle de la santé aujourd'hui. Que n'a-t-on fait de sujet il y a 25 ans sur la fermeture des maternités dans les petites zones rurales ? Que n'a-t-on fait de sujet ? On en a fait, Christine. Enfin, pardon. Non, mais je veux dire, on en a fait, on a alerté, etc. Ce que je veux dire, tout ça nous saute à la figure parce qu'à un moment donné, c'est inévitablement ce qui doit arriver, c'est-à-dire que tout craque, ou en tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se mettent à craquer. Là, on va parler de notre jeunesse. Depuis combien de temps, dit-on, rappelle-t-on que la jeunesse est mise de côté ? Alors pour X raisons, ça n'est pas la préoccupation. On réduit les moyens à leur portion congrue de ce qui doit être fait pour les accompagner. Il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, la nation n'est pas derrière tout ça. Donc aujourd'hui, on récolte finalement, et les politiques sont dans le rattrapage permanent, le coup de com' permanent, chacun y va de sa petite phrase pour essayer d'exister pendant 24-48 heures. Les Français sont fatigués de tout ça, moi je pense aussi. Et je voudrais dire une chose que vous avez probablement tous entendu ces dernières heures, c'est que on le savait, mais on l'avait peut-être pas mesuré à ce point-là. Les textes qu'on croit voter, qu'on croit nous voir voter à l'Assemblée, en fait ne sont pas appliqués parce qu'il n'y a pas de décret d'application, parce que je sais pas quoi, parce que ça plaît pas finalement, et que ce qui a été voté, et on imagine qu'une fois que c'est voté, parce que le citoyen est en droit de le croire, ça va immédiatement, ou en tout cas avec quelques mois de décalage, rentrer dans les faits, mais non. Et la proportion de ces textes-là qui restent lettres mortes, elle est considérable. Et ça aussi, ça dit quelque chose de ce travail d'ardoise magique qu'est en train de faire indéfiniment la classe politique. Elle fait semblant de parler, elle fait semblant d'agir, elle fait semblant de voter, elle fait semblant de légiférer, puis après ça suit pas. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la révolution pénale voulue par Gérald Darmanin dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Grand frais.
Ouais, c'est le DJ. Pour le festival de demain, je peux... Dans un instant, nous allons parler du drame de Nogent, des tentatives d'explication et puis de l'aspect politique de la réponse qui est faite et la déconnexion. On va rejoindre ce qu'on disait, la déconnexion des politiques où on se demande s'ils sont parfois dans la rue au contact des gens, de la réalité, de la manière dont se comportent les jeunes. Je vais interdire les couteaux, c'est quand même la chose la plus stupide qui ait pu être proposé. Brice Sokol, vous vouliez parler de Gérald Darmanin. Oui, je vais chaîner avec l'actualité. Moi, ce qui je trouve intéressant chez Gérald Darmanin, il a annoncé ce matin une révolution pénale. Donc, il prend à bras-le-corps ce dossier. J'allais dire ces dossiers, parce qu'on a beaucoup... Certains parlent de faits divers, mais on n'est plus sur des faits divers, on est sur des faits de société. Nous avons une succession de faits de société depuis maintenant 3-4 ans. Voilà, on a vu, nous, dans tous nos sondages d'opinion, cette notion d'insécurité. C'est pas du brainwashing. On le voit dans tous les sondages, que ce soit dans le rural, dans l'urbain. On l'a vu à Crépol, avec le petit Thomas. C'est pour une majorité des gens, symboliquement, et pas que symboliquement, la réalité, c'est que l'insécurité est aussi dans les campagnes. Elle est partout. Ville moyenne, campagne, métropole. Ce qui est intéressant, je trouve que Gérald Darmanin peut faire, à travers ce sujet-là, pourrait faire la connexion entre le politique national et le local. Quand il dit, moi je veux vraiment une révolution pénale avec la fin du sursis, les peines minimales pour les mineurs par exemple, en disant il faut être dur depuis le début, en disant la répression c'est aussi une forme d'éducation, je trouve que ce virage à 360 degrés qu'il pourrait porter avec une méthode, parce que la méthode est intéressante, je l'ai écouté ce matin, la méthode c'est j'écris au corps intermédiaire, j'écris aux syndicats, j'écris aux parlementaires, j'écris aux élus locaux. Je trouve qu'en termes de méthodologie c'est intéressant. C'est pas le ministre qui dans son coin va travailler le projet de loi qui va lui être donné par son administration centrale. C'est-à-dire que voilà, il communique, il consulte préalablement sur un sujet d'actualité, sur des faits de société, et je pense que si cette révolution pénale peut être mise en œuvre dans le cadre d'un projet de loi en septembre, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, la méthode est intéressante et le fond aussi. Est-ce que je peux faire une observation ? Je veux bien la fin des sursis, les peines automatiques pour les mineurs, mais on les met où ? Pardon, on les met où ? Dans quelle prison ? À quel endroit ? Avec qui ? Mais il y a de la place dans les centres. Ils vont côtoyer qui, ces mineurs ? Ils vont se retrouver avec qui pendant combien de temps ? Mais ils sont eux-mêmes délinquants. Donc quand on dit ils vont se retrouver avec qui ? Ils vont se retrouver avec d'autres délinquants. Des gros délinquants, non, plus grands que nous. Les centres pour mineurs, il y a 70% d'occupation. Il reste 30% de place dans les centres de rétention pour mineurs. Pour les centres éducatifs fermés. Donc il y a de la place. Je pense qu'il faut. La semaine dernière, il y avait enfin des réactions des syndicats, en tout cas des syndicats des gardiens de prison, qui disaient il faut qu'on arrête avec cette excuse structurelle d'idée qu'on n'a pas de place en prison. Il dit si on a besoin, et c'est eux qui le disaient, c'est pas quelqu'un qui vient depuis le ministère de la Justice ou encore moins de l'Intérieur et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui vit ce terrain, puisque les syndicalistes de cette fonction sont aussi sur le terrain. Et il disait voilà, on doit arrêter avec cette excuse, on peut augmenter mécaniquement aujourd'hui la place qu'on a. On peut accepter, on peut accueillir. Donc on n'a pas d'excuse sur l'idée qu'on n'a plus de place. Et donc ça veut veut pas dire pour autant qu'on construit pas de prison, mais eux-mêmes le disent. Alors même qu'ils se battent à titre personnel pour avoir plus de personnel, pour être plus de moyens pour traiter leur sujet, ils disent mais on ne peut pas en tant que Français nous dire il y a plus de place en prison, c'est pas vrai, c'est une excuse qu'aujourd'hui les politiques, encore une fois, dont se servent les politiques, pour pouvoir s'excuser sur cette question-là et de dire on peut rien changer. Maintenant, moi, je veux juste réagir sur ce que vient de dire Brice, c'est-à-dire oui, bien sûr, Monsieur Darmanin, là pour le coup, une grande méthode, quelque chose qui veut révolutionner. Mais dans quel contexte politique ? Et ça ne sera jamais adopté, ça ne sera jamais voté. C'est un temps faible. Avant 2027, soyons clairs, il ne se passera rien d'ampleur dans ce pays. C'est ça qui est inquiétant, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas avancer. On le disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas proposer. Il est ministre, il peut proposer. Maintenant, je ne crois pas beaucoup à cette idée qu'on puisse modifier à ce point-là, parce que la charge politique à ce moment-là est trop forte, pour que les uns et les autres, dans un contexte où chacun a son agenda, les personnalités individuelles ont un agenda présidentiel, les partis politiques ont un agenda maintenant municipal et législatif derrière. C'est impossible dans cette période-là de modifier quoi que ce soit dans ce pays. Mais d'ailleurs, on voit bien depuis plusieurs mois qu'il n'y a que des propositions de loi et plus de projets de loi. Exactement. Et ces propositions de loi qui sont je rappelle la différence, la proposition de loi, c'est des textes qui sont proposés par les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Les projets de loi, ça vient de l'exécutif. Mais les propositions
propositions de loi elles-mêmes ne verront pas le jour, et il n'y a pas de projet de loi, et il n'y en aura pas, je pense, de projet de loi qui, ou alors s'il y en aura, ils seront de toute évidence pas adoptés. Oui, Christine. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi. Alors c'est très bien effectivement cette présentation, ce durcissement, cette réponse, j'allais dire, à un phénomène de société qu'on peut constater. Mais avec quels moyens ? Enfin, il met pas en face. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous dites je veux faire ça, et en face je mets tel type de moyens. Il n'y a pas d'argent dans la caisse. Et comment tu pas de majorité. Et comment tu passes le texte ? Non, mais je crois que personne n'y croit. Enfin, oui, on a quand même adopté la loi sur le narcotrafic, elle a été adoptée. La loi sur la justice des mineurs, elle a été adoptée. Donc moi, je pense que sur cette thématique-là, sur cette thématique de sécurité, je pense, moi je peux me tromper, mais je pense que ça peut rassembler une majorité parlementaire. Brice, tu as raison dans l'idée que sur le fond, les gens peuvent se mettre d'accord. Mais là, ce qui va dominer dans les prochains mois, on est maintenant dans un temps pré-municipal et pré-présidentiel, on le disait tout à l'heure en antenne. On n'est plus dans la même logique à ce moment-là, effectivement. On est dans un temps de campagne ou de pré-campagne, mais déjà de campagne, de positionnement, donc d'affirmation. Chacun est l'ennemi de l'autre, et donc ça veut dire qu'à partir de là, comment on construit un commun, c'est compliqué. Chacun est performant sur des cibles. Rappelons-nous, ils sont pas tous nuls ils sont performants sur des cibles. Ils veulent garder le contrôle de ces cibles, voire les développer, parce que l'élection arrive. Je vois mal la gauche voter pour. Et je vois. Pour les peines automatiques pour les mineurs. Gérald Darmanin s'exprimait ce matin sur une autre sur BFM. Pardon, il faudrait qu'il change son vocabulaire aussi. Quand il parle des assassins d'Elias, il dit ces 2 assassins potentiels, ces 2 gamins qui étaient déjà très connus des services de police. Le mot gamin, il a un sens quand même. Gamin, c'est gentil. On peut dire ces 2 délinquants ou ces deux jeunes à la limite, si on veut pas, mais ces 2 gamins, ça a un côté. Donc il dit ces 2 gamins qui étaient déjà très connus des services de police n'avaient pas le droit de se rencontrer. C'est la mesure d'assistance éducative qui était prononcée, sauf qu'aucun policier n'est allé vérifier. Le problème, c'est que c'est comme ça. Moi, ma phrase du jour, c'est tout le monde s'en fout. C'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est l'autre, et tout le monde s'en fout. Moi, je pense pas que tout le monde s'en fout, mais il n'y a pas les moyens. Non, mais il n'y a pas les moyens de surveiller ce qui est décidé. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas les gens qu'il faut dans les endroits où on attendrait qu'ils soient là. Donc le système est démuni. Moi, je dirais pas que tout le monde s'en fout. Je dis simplement que le système est totalement à sec, pour pas dire à l'os. Mais du coup, on s'en fout, parce qu'on est démuni, parce qu'on se dit je peux rien faire. Oui. En fait, il faut quand même souligner que lorsqu'on parle des juges pour enfants, vous savez qu'il y a une question de moyens aussi. Chaque juge pour enfants traite 450 dossiers. Exactement. Mais c'est énorme. Et vous savez que ces jeunes-là qui délinquants, en gros, il y a 1200 enfants, les jeunes délinquants. Sur ces 1200, il y en a la moitié qui sont dans des centres éducatifs fermés. Et les autres sont en liberté. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, parce que la magistrature fait ce qu'elle peut, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens, et la police non plus. Donc il y a un vrai sujet là aussi. Il y a un rattrapage. Je reviens sur ma notion de rattrapage. Tout qui permet d'accompagner tous les éducateurs, les assistantes sociales, les éducateurs, tous ces gens-là. Mais bien sûr, les infirmiers spécialisés. Bien sûr. C'est pour ça que quand on fait des annonces comme ça et qu'on ne dit pas en face concrètement comment on fait pour y arriver. Par quel chemin on y va ? Avec quel argent, quel personnel ? Avec quel argent, quel personnel, quel type de recrutement ? Exactement. Et puis que ça aille plutôt vite, parce qu'on connaît aussi entre l'annonce et la mise en place, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, il y a quand même un Yalta. C'est compliqué après d'être crédible. On va en reparler. Vous savez qu'en France, il y a des départements où il n'y a pas de pédopsychiatre. Des départements entiers où il n'y a pas de pédopsychiatre. Donc quand on nous dit on va prendre les enfants en charge, on va les envoyer, on va les envoyer où, chez qui ? Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on est... Valérie Expert. Et nous avons notre gagnant, c'est Romain de Bourgoin. Alors je soupçonne Romain de garder le bracelet pour lui, je ne sais pas. Peut-être l'offrira-t-il à son papa, en tout cas. Un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. Un bracelet personnalisé, finition dorée, confectionné à la main et fabriqué en France. Bravo Romain, Sud Radio et Le Vent à la Française sont très heureux de vous offrir ce bracelet. On va continuer, mais
on parlait pendant la pub, quand je disais tout le monde s'en fout. Vous savez, la moitié des cigarettes vendues en France, c'est une parenthèse, qui sont des cigarettes de contrefaçon. On est sur un constat absolument hallucinant. Enfin, comment c'est possible ? Comment personne ne contrôle ça ? Alors allez-y. Je vais vous dire, je suis dans une zone où on est à 1 heure de la frontière. Oui. De la frontière, où le paquet de cigarettes est à 4 €. Là où de l'autre côté, à 100 mètres, le paquet est à 14 €. Voilà, le calcul est vite fait. Donc vous avez effectivement tout un réseau. Moi, j'ai eu la possibilité de suivre les douaniers des Pyrénées pour voir comment ça se passe. C'est tout un réseau de contrebandiers terrestres qui s'est mis en place avec différentes équipes. Donc il y a ceux qui achètent la première équipe, du côté par exemple de l'Andorre, il y a une coopération franco-andorrane, ils déposent de l'autre côté de la rivière, donc la rivière étant la frontière, cachés dans des rochers, des paquets de cigarettes, des ballots, qui sont ensuite récupérés par une deuxième équipe, plutôt des marcheurs, qui partent de nuit en montagne, sac à dos plein pour traverser les Pyrénées. Il y a une troisième équipe qui attend au bord d'une route, dans une vallée pyrénéenne pour récupérer tout ce petit monde. Et qui ensuite, tambour battant, descend en direction de Toulouse, Bordeaux, Montpellier pour irriguer le marché parallèle. Donc tout ça est parfaitement organisé. J'ai envie de vous dire, que fait la police ? Alors la police, les douanes, les douanes, ils ont des équipes spécialisées, les gendarmes aussi. Ils ont l'utilisation quasi permanente de drones nocturnes pour surveiller effectivement les allées et venues à travers les montagnes de ces trafics et de ce trafic de cigarettes. Donc il y a la problématique de l'harmonisation des tarifs européens du tabac. Quand vous avez un tel écart de prix, alors avec l'Espagne c'est un tout petit peu moins, mais l'Andorre c'est de 4 € à 14 € pour la France. En Espagne, on est aux alentours de 5-6 €. Après, par exemple, vous allez du côté de Perpignan, vous allez à la Jonquère, vous êtes à 10 minutes de Perpignan en voiture, en autoroute, vous avez une sortie d'autoroute, vous avez des supermarchés, tout le monde vient faire le plein en car depuis Marseille. C'est tout à fait organisé, même chose du côté basque. Donc dans notre zone, ce n'est absolument pas une surprise. Mais alors Brice, enfin voilà, je ne suis pas fumeur. Non, non, mais ça fait partie là aussi. Enfin, non mais voilà, comment voulez-vous que l'honnête citoyen, je vais être extrêmement populiste, mais paye son amende, se fasse réprimander pour un petit délit, et à côté de ça, on voit qu'il y a des trafics, il y a des gens qui impunément commettent des délits sans contrôle. C'est un vieux business, un cigarette de contrebande. Les grandes entreprises internationales étaient elles-mêmes d'ailleurs à l'origine de cette diffusion parallèle pour éviter des fiscalités particulières. Notamment, il y avait des lieux en Méditerranée qui étaient au-delà d'Andorre, des lieux où les grandes entreprises déposent là aussi des containers et qui sont ensuite distribués différemment. Mais il faut aller à Paris, vous n'avez pas besoin d'aller à Toulouse. À Paris, vous allez dans un café, dans un tabac plus exactement. Alors aujourd'hui, ils sont très reliés les uns les autres. Je ne vais pas dire comment parce que sinon je m'attirerais quelques ennuis. Mais vous observez quand vous allez jouer à votre euro-million, votre loto, si vous ne consommez pas de cigarettes, et vous allez voir le geste de la personne qui est en face de vous. Il y a un paquet sur deux qui est dans le présentoir juste derrière, qui est un présentoir officiel, et le deuxième geste, c'est celui qui est en dessous du comptoir en général, et vous repérez comment ça marche, et en général on paye pas de la même manière et c'est pas exactement la même caisse, donc c'est assez connu, et c'est un trafic à vaste échelle dans la zone, en l'occurrence à Paris, mais c'est partout dans pratiquement tous les cafés qui sont reliés à ça. L'appareil de l'État n'est plus du tout en état de travailler sérieusement sur ces questions-là. C'est impossible. Il est totalement dépassé, il s'est laissé dépasser, et je crois qu'aujourd'hui il est impuissant. Et je vais vous dire, il a même une interdiction, si j'osais, ethnique de ne pas le faire. Et il y a aussi un sujet de politique transfrontalière. Bien sûr. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir mieux collaborer dans un certain nombre de sujets. On est un pays à frontières, Mais là, ça vient avec nos homologues européens. Violence des mineurs, le sujet donc revient à la une de l'actualité avec ce drame de Nogent. Et effectivement, je vous propose d'écouter Marine Le Pen sur ce concours Lépine. Non, on l'a pas, le concours Lépine. Alors on n'écoutera pas. Il faut arrêter avec le concours Lépine
magazine des propositions stupides. Et c'est vrai que depuis 2 jours, c'est quand même un festival de propositions stupides. Elles disent ce que dit Elisabeth Borne, mon amie du jour. Voilà, ne pas réagir dans l'urgence. Vous avez un Premier ministre qui était un peu ralenti, j'ai trouvé d'ailleurs, au journal de 20h, et qui disait on va interdire tout de suite la vente de couteaux aux mineurs, mais qu'ils sortent dans la rue, qu'ils aillent voir ce qui se passe. On parle des cigarettes de contrebande, mais c'est insensé. Que ces gens-là travaillent surtout un peu, franchement. Non, mais donc voilà, donc interdiction de couteau. On apprend que le couteau était dans le tiroir de la maison. De la cuisine. Ensuite, dans la cuisine. Il l'a pris simplement dans un tiroir de la cuisine. On a le président familiale. de la République qui, pour le coup, fait une proposition intéressante sur les réseaux sociaux. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ils le sont déjà aux moins de 13 ans, mais il se trouve que ce jeune Quentin n'était pas adepte des réseaux sociaux, donc toute cette communication gouvernementale, elle est tombée à l'eau. Gouvernementale et ailleurs, Valérie, parce que tout le monde y est allé. Oui, absolument. Je crois que Valérie Pécresse proposait que les conseils de discipline se fassent en mairie, par exemple. Non, mais ça. Donc, tous les tout le monde y politiques, va de son idée, de son histoire, etc. Peut-être que la vraie question, c'est peut-être faire une vraie étude de pourquoi aujourd'hui un gamin a besoin de sortir avec un couteau. Voilà. Oui, et de plus en plus. C'est-à-dire que... Et de plus en plus. C'est déjà de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Est-ce que c'est un code? Est-ce que, j'avoue que ça, en tant qu'adulte... Oui, c'est ce que je disais hier. On a vraiment des questions à creuser pour comprendre tout d'un coup pourquoi on a besoin chez les garçons. Parce que c'est visiblement ce que disait le procureur ou gendarme, c'est typiquement, puisque quand il y a les fouilles de sac, on retrouve le couteau chez les garçons. Pourquoi ce besoin de s'affirmer par la présence d'un couteau, avec les conséquences? Puis moi, la deuxième chose qui me frappe dans cette histoire, c'est le détachement par rapport aux gestes. Absolument. Et qui se retrouve dans beaucoup de faits divers aujourd'hui de cette ampleur-là. Donc ce rapport à la vie, à la mort d'un adolescent, ça interroge énormément sur ce que représente, on va dire, le bien, le mal, la vie. Le bien, le mal, la vie, la mort. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un enfant qui, en plus, sort d'un milieu qui, visiblement, ne posait aucun problème. Donc, véritablement, il y a beaucoup de questions à se poser derrière cette Alors, les troubles psychiatriques ont toujours existé. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça met à mal tous les discours sur la violence des mineurs. Surtout que... Pardon, allez-y. Virginie. Je crois qu'il y a eu depuis 20 ans à peu près 14 rapports des ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés à une vitesse folle. Ces rapports ont tous été dans des tiroirs fermés, dont ils ne sont jamais sortis, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un nouveau rapport qui vient. Moi, ce qui me frappe, et j'allais même dire ce qui m'inquiète, c'est de voir que l'ensemble de la classe politique, et il n'y a franchement personne qui fait exception aujourd'hui, est dans une surenchère dont il a parfaitement conscience, mais qu'il ne veut pas arrêter d'entretenir pour plein de raisons. Et moi, je le crains, enfin moi personnellement, en 2027, on ait des votes qui traduisent la colère, la frustration, l'insatisfaction, l'angoisse des Français qui sentent que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne travaillent pas, ne les défendent pas et ne préparent rien pour demain, après-demain, après-demain. Ouais. Il y a quand même 2 univers qui sont très différents. Par exemple, quand on parlait d'Elias tout à l'heure, on ne peut pas aborder ce qui s'est passé avec Elias de la même manière que cette affaire-là en particulier. Même si, je dirais juste après, la notion à ce moment-là qui a été décrite par Brice tout à l'heure sur Darmanin disant oui, la répression et l'éducation. C'est clair que là, il y a quelque chose qui doit se faire beaucoup plus tôt, le parcours de ces gamins, je vais le dire comme ça malgré tout, parce que je considère quand même qu'ils sont jeunes, de 16-17 ans. Il a commencé à 11-12 ans. Donc on ne peut pas laisser faire 5 ans en impunité totale, parce qu'on arrive à ce qui se passe avec Elias, et c'est pas qu'Elias, c'est d'autres affaires, d'autres cas. Et là, pour le coup, on est dans un domaine où il faut répression. Il faut intensifier, il faut que la justice passe par là, il faut qu'on n'ait pas peur du nombre de places de prison, et ainsi de suite. Là, on doit avoir un message de peur et de crainte. Mais ça, vous c'est faites hyper quoi? important. Pardon, je fais une parenthèse sur ce gamin. Alors, en l'occurrence, j'en reviens au deuxième. Il a foutu un coup de poing et tenté d'étrangler un élève. Vous le mettez en prison? Non. Alors là, pour le coup, on parle d'Elias. Il est ostensiblement coupé au cou avec une lame qui faisait 40 cm une machette, et on le laisse traîner à terre, on le laisse abandonner à terre comme ça. Et on a un parcours qui raconte déjà d'autres méfaits. Ils ont battu des gens, ils ont attaqué des gens, voilà.
Il y a l'affaire du jour où on a quelque chose qui est évidemment d'une autre nature, mais qui, à mon avis, on se le disait il y a à peu près 2 mois sur une autre affaire, va augmenter en intensité. À Nantes, il y a un caractère prosélite de ces affaires, comme on a pu le voir aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il y a des chambres d'écho qui ne sont pas simplement digitales, mais qui sont informationnelles et qui passent par d'autres réseaux. Et vous verrez que ce genre d'acte va continuer à se déployer parce que c'est un phénomène qui, là aussi, s'auto-déploie. Il faut donc avoir une réponse. Exactement. Il faut une réponse là aussi. Même si ce gamin pose pas de problème, même si ce gamin avait des parents, il faudrait vérifier derrière qu'ils sont bien présents, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas laisser un message de faiblesse dans l'imaginaire d'autres jeunes gens. Je parle bien d'imaginaire, hein, là on n'est pas dans la capacité cognitive classique, dans l'imaginaire des gens pour dire ça c'est pas grave, on peut passer à travers et on continuera la vie différemment. Brice. Oui, alors, il y a plein de sujets. Il y a plein de choses. Ouais. Non, moi, ma première réflexion, c'est que lorsqu'on compare, par exemple, à d'autres pays européens, il y a je prends l'exemple de la Suède, de la Finlande ou du Danemark. C'est vrai qu'il y a des suivis psychologiques dans les écoles qui sont plus prégnants que chez nous. Voilà. Et à chaque école est dédié un médecin, un psychologue. Il n'y a pas ici. Je vais vous raconter une anecdote. Attends. Si je peux me permettre. Alors, faites une anecdote, puis après, je brise. Juste pour vous dire. Brice a été coupé dans son élan, Christine. Dans votre élan, simplement par rapport. Allez-y. Mais ça a un rapport. Prévention et accompagnement. Accompagnement des parents en pleurs, enfin des parents qui ont des ados qui perdent pied et des parents qui sont bien bien installés, hein, qui ont des boulots, qui ont élevé d'autres enfants de manière tout à fait normale. Quand vous cherchez un rendez-vous ou que vous voulez trouver un endroit pour vous aider, dites-moi où vous allez. Dites-moi comment on fait. Et dans le cas de parents vigilants qui travaillent, etc., à quel moment on doit s'inquiéter? Alors certes, là, dans cette histoire-là, il y a effectivement une ambivalence puisqu'il avait montré des signes de violence, mais violence ne veut pas dire passage à l'acte. Donc, si vous voulez, là, la caisse de résonance médiatique sur ces affaires-là, avec les adultes, les politiques, où c'est une cacophonie impossible et improbable, je ne vous dis pas ce que ça rajoute dans les discussions. Comment on parle de ces sujets-là à la maison, par exemple. Comment on en parle et qu'est-ce qu'on trouve comme soutien ou comme il y a un kit qui va être distribué par Mais j'ai vu ça. Oui, il y a un kit. Juste pour prendre un peu de recul, c'est que moi j'ai le sentiment qu'on est un peu dans cette société de la communication et surtout de l'irresponsabilité. Voilà. On se dit, on est surpris, le politique fait des petites annonces à droite, c'est le concours Lépine, etc. Mais dès qu'il y a un problème dans ce pays, on se tourne vers le politique. Trouve-moi une solution. Mais il y a aussi, j'allais dire, la responsabilité de nous tous, de chacun individuellement et du collectif dans une société. C'est très français de dire, voilà, il y a un problème, donc je demande au Premier ministre de me trouver une solution là dans l'immédiateté. Non, ça fonctionne pas comme ça. On parle d'autorité. L'autorité a disparu dans ce pays. On entend le déclin français, etc. Mais l'autorité parentale, l'autorité à l'école, l'autorité dans la communauté, etc., etc. C'est un sujet sociétal. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que ce sont des faits de société. La réponse, elle est collective. Et la réponse, c'est des gadgets aujourd'hui. Elle ne peut pas être dans l'immédiateté. Oui, c'est bien évidemment aux enfants aujourd'hui de ne pas se battre pour garder leur téléphone. On ne descend plus. Moi, j'ai eu un exemple. Alors, très concret, une anecdote aussi. Je descends dans Attendez, laissez finir. J'ai fait un test. Pour le coup, c'est concret. Non, j'ai fait un test auprès de mes enfants. J'ai 2 enfants qui sont en première, dans un lycée parisien. Je leur ai dit, alors, la fouille des sacs. Elle me dit, papa, on ouvre le sac, et ils n'ont pas le droit de regarder. Donc, on ouvre, on ferme. Elle me dit, peu comme dans les magasins. Et mes 2 enfants me disent, tu sais, dans la classe, moi, j'ai des amis, ils ont des petits couteaux, c'est juste pour se défendre au cas où. Et donc non mais c'est dingue. C'est la réalité, c'est le quotidien ce dont je vous parle. Et vous êtes vraisemblablement dans un quartier plutôt favorisé. Dans un quartier et dans une ville qui n'est pas défavorisée. Absolument. Donc c'est juste un exemple concret pour illustrer parfois la déconnexion entre la réalité et puis peut-être les annonces. Oui, mais prendre sa responsabilité sociétale. Prendre sa responsabilité. Oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que là où on a abandonné la partie, c'est qu'on ne fait plus le village dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais plus qui parlait du village africain. C'est-à-dire que c'est Christine qui disait, voilà, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. Moi, je veux dire, ça m'est arrivé récemment. Avant, j'avais aucun doute là-dessus. J'intervenais dès que je sentais qu'il y avait un cas particulier. Les dernières fois, il est 3h du matin, j'habite dans un quartier plutôt favorisé, mais il y avait une vingtaine de jeunes
jeunes qui jouaient au football en bas de chez moi. Il était 3h du matin, ça faisait 2 heures, j'étais un peu énervé ce soir-là, j'avais envie d'intervenir. Bon, et je me suis pas rendu compte, je leur ai dit évidemment par la fenêtre, évidemment j'ai pris quelques noms d'oiseaux en passage, et donc je suis descendu comme je faisais auparavant. Et là, je me suis retrouvé face à des gens qui étaient, je suis pas tout petit, qui étaient plus grands que moi, et donc je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais? Je peux plus revenir en arrière parce que c'est compliqué, et j'ai senti quand même de la violence extrême dans cette situation. Et j'y suis allé, j'ai chopé le plus petit parce que c'était le chef, et j'ai essayé de perdre. Ça a duré un quart d'heure, je m'en suis sorti correctement, mais j'ai eu très peur, je vous assure, et ils ont fini par partir. La réalité, c'est qu'on a abandonné cette capacité d'aîné, entre parenthèses, d'aîné, je dis, de plus vieux, et parce qu'on sent qu'on n'est plus respecté. Vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le faire partout. C'est facile de dire on demande aux autres, on demande à la police qui elle-même n'est plus respectée, on demande au juge qui n'est plus respecté, on demande aux politiques qui n'est plus respecté. Comment on fait à partir du moment où nous-mêmes, on peut plus intervenir? C'est impossible. Il n'y a plus un village aujourd'hui où l'aîné est respecté, un quartier où l'aîné est respecté, les parents ne sont plus respectés. Donc on est bien obligé d'en faire rapport à ce qui est commun. Moi, je voudrais juste rajouter une chose sur les parents. Les parents eux-mêmes délèguent leurs responsabilités. Ils se comportent vis-à-vis de l'école un peu comme des prestataires de services. C'est-à-dire que l'école me doit ci, me doit ça, me doit ci, me doit ça. Mais eux-mêmes, je veux dire, les enfants qui sont dehors le soir, les enfants, les adultes, les adolescents, les presque adultes qui sont dehors le soir, mais pourquoi ils sont dehors? Est-ce que les parents les laissent dehors? Est-ce que les parents ne les contrôlent pas? Et même, avant d'aller à l'école, est-ce que les parents ne peuvent pas regarder ce qu'il y a dans le sac de leur enfant pour lui dire, bah, écoute, ça c'est non, tu le laisses là, tu l'emportes pas? Enfin, moi, il me semble qu'il y a quand même une attente des parents que des problèmes qu'ils ont peut-être du mal à régler dans leur maison soient réglés par les autres. Allez, on marque une toute petite pause et je vous redonne la parole tout de suite après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore, et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. Vous n'êtes pas encore de nos enfants, de nos ados. Christine l'évoquait, sauf qu'il n'y a pas de ressources. Donc on nous dit, il va falloir, on va mettre des référents, on va faire des kits. Mais qui derrière, qui va recevoir les enfants? Et moi, je pense que je vous encourage à lire dans le Figaro cet article qui parle d'un livre qui évoque les méfaits du numérique. Alors, ça paraît peut-être... L'homme démantelé vient de me dire voilà, Juliette. L'homme démantelé, c'est un livre qui... Et fondamentalement, il n'y a plus de pensée. Que ce soit milieu aisé ou pas, l'école a failli... peut-être à cause a failli ou en tout cas n'a pas été aussi fort que les réseaux sociaux. Il n'y a plus de pensée. Quand vous lisez des copies et les profs de fac vous le disent, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pensée. La graphie, quand vous voyez comment ils écrivent, c'est un vrai problème. Mais vous avez deux phénomènes. Google a privatisé la connaissance. C'est-à-dire qu'il vous disait en gros... Va pas dans un livre, tu me poses la question, je vais te trouver ce que tu cherches. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de notion d'effort pour aller à la bibliothèque, aller ainsi de suite. C'était tout le parcours universitaire, éducatif de ce type. Et donc ça, c'est un premier point. Deuxième méfait, celui qui est en train d'être... En ce moment, l'IA, c'est la fin du libre arbitre. C'est-à-dire, ne réfléchis pas, pose-moi juste la question et moi, je vais te répondre à ta place. Donc, ça veut dire qu'on est dans là, le vrai brainwashing du président de la République, il est là. S'il était honnête, il dirait à monsieur Mistral que c'est formidable ce qu'il invente, mais en réalité, il y a un danger absolument terrible. C'est l'idée que c'est la suite de ce qui s'est passé, je vous le dis, avec Alphabet, Google en particulier, privatisant la connaissance, et de l'autre côté, qui va privatiser la réflexion. C'est-à-dire qu'il va vous enlever la possibilité de réflexion et enlever le libre arbitre. Or, comme on n'éduque plus au libre arbitre à l'école et que c'est terminé, on a face à nous des gens qui demain ne seront pas ceux avec un couteau, mais qui seront, si vous voulez, dont on aura effacé, brainwashé le cerveau. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ce que disait Christine sur le bien, le mal, comment vous voulez savoir ce que c'est le bien, le mal, quand vous n'avez pas le... Bah oui, il n'y a pas. Il n'y a pas quand il n'y a pas la... On en fait de moins en moins de philo et tous les élèves n'en font pas, selon les filières dans lesquelles ils sont. Oui, la réforme du baccalauréat. Mais vous voyez, l'outil. C'est ça. Mais c'est vrai, je vais vous laisser la parole, Brice. Mais c'est vrai que sur l'histoire des rapports, notamment sur la gestion du téléphone portable, là, le professeur Benaminia, qui est spécialiste des addictologies, qu'on avait reçu d'ailleurs, a rendu un rapport sur les dangers des écrans il y a un an et demi. Oui, mais bien sûr. Donc, c'est pas... Donc, si vous voulez... je pense que le modèle de société peut-être que l'on propose, ce que l'on dit, nous, le monde des adultes, il y a un phénomène de mimétisme. Quand on voit un enfant de 2-3 ans avec un écran, le téléphone pour avoir la paix, parce que c'est plus facile, plus pratique. Regardez dans le train, je ne sais pas si vous prenez le train, mais c'est frappant. On peut avoir des exceptions sur des écrans pour regarder un dessin animé. Mais c'est vrai qu'on a des tout petits au restaurant.
La bataille dans les familles que l'on connaît tous. Je pense que le pas de portable à table quand on a des ados, c'est une lutte quotidienne. Voilà, donc c'est des choses qui sont. Donc on a autorisé les téléphones portables dans les établissements, puis après on a commencé à les interdire, puis maintenant on essaye de les mettre dans les casiers, donc on essaye de faire un repli en arrière, et en même temps on est dans une société hyper numérisée, où les outils numériques sont devenus l'alpha et l'oméga aussi du monde de demain, on est obligé de le constater, donc il faut qu'on trouve un entre-deux, et finalement une façon de montrer à cette jeunesse, ou aux jeunes en général, mais nous les adultes, que un vivre ensemble est possible, et que tout ne se vaut pas, que la vie ça se préserve, que la mort c'est dans les films, il y a beaucoup de choses qui doivent être reconstruites à mon sens, et que les messages qui sont transmis aujourd'hui via les réseaux sociaux, via les écrans, dans les séries, on est plutôt sur une forme d'angoisse permanente. Il faut violence pour avoir 20 ans. De violence permanente aussi. Oui. Non, moi je partage complètement ce point de vue, mais moi j'ai le sentiment que par exemple, sur le numérique, c'est l'outil qui prend le pas sur la pensée. Oui, c'est ça. Quand tu prends la politique, c'est la communication qui prend le pas sur le fond. Oui. Quand tu prends ce que tu manges, c'est le contenant qui prend le pas sur le contenu. En fait, et c'est finalement le virtuel qui prend le pas sur le réel. Ouais. Et on le voit, ces jeunes, peut-être ce jeune qui a commis cet acte affreux, cet assassin, il jouait au jeu. Enfin, tu vois, il n'arrive plus à différencier le virtuel du réel. Ça, c'est un sujet. Et je reviens à la politique. Lorsqu'on nous vend, il y a quelques années, la Startup Nation. Non, mais pourquoi pas ? Moi, c'est intéressant. Sauf qu'on a oublié des pans entiers de notre société. On parle qu'à une toute petite partie de la population quand on parle de la Startup Nation. Et gouverner, c'est parler à toute la population. Dans le sondage qu'on a fait la semaine dernière, on voit bien que les deux grands oubliés de ces quinquennats ont été la ruralité, la périurbanité et les banlieues. Donc, être ensemble, vivre ensemble et gouverner ensemble, ce n'est pas que la Startup Nation. Voilà. Vous pensez que le vivre ensemble est encore possible? Et je ne parle pas forcément. Jamais le paysage n'a été aussi fracturé politiquement, et je pense même dans le pays. Oui, exactement. D'ailleurs, la représentation politique à l'Assemblée nationale le montre bien. C'est-à-dire que, incroyablement, avec le mode de scrutin qui pourtant normalement devrait nous favoriser une bipolarisation, on a une explosion digne de la proportionnelle. Ce qui veut bien dire qu'au fond, la société cherche des réponses différentes. Donc tout le monde ne veut pas se vivre ensemble. Tout le monde ne veut pas se vivre ensemble. Il y a beaucoup de gens qui veulent autre chose aujourd'hui. Et c'est un peu le rendez-vous de 2027 sera sur cette question-là. Est-ce que vous voulez vivre ensemble ou est-ce que vous voulez quelque chose qui est plus réparti? On aura peut-être 2 projets de société. Au moins 2. Voire plus. Et un autre en coulisses. Il y a une jeunesse formidable aussi, il faut le souligner. Il y a des jeunes qui font des trucs formidables. Oui, bien sûr. Évidemment. Nos enfants sont aussi merveilleux. Sauf, Christine, qui sont en train de devenir minoritaires. Ceux qui sont formidables, quand vous interrogez les enseignants, ils ont plus d'élèves en difficulté ou d'élèves qui ne suivent pas que d'élèves qui sont formidables. C'est ça la problématique. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.